Dans le cadre des journées d'études sociologiques des Master 2 à l'Université de Lettres de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, Poitiers et Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Kossi Dominique Ishiakedo, intitulée La prise en charge des victimes de violences conjugales, une analyse des pratiques professionnelles et de leurs contraintes institutionnelles. Celle-ci s'appuie sur son mémoire Dynamique de pouvoir et violences conjugales, analyse sociologique des défis rencontrés par les acteurs de la prévention et de la prise en charge, dirigée par Hélène Stevens. Ces recherches portent sur les violences conjugales, les rapports de pouvoir, ainsi que les politiques publiques de prévention et de prise en charge des victimes. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les modifiant pour les rendre plus dynamiques et plus concises. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je travaille sur la question des violences conjugales, une prise en charge des violences conjugales, à partir d'une analyse sociologique des pratiques professionnelles et de leurs contraintes institutionnelles. Et ma présentation se structure en 3 grandes parties. En première partie, je vais vous présenter la problématique et ensuite aborder la méthodologie de recherche, aborder ensuite les différents résultats de ma recherche et aboutir sur la conclusion et également les pistes d'analyse que j'ai pu réaliser. Cette question des violences conjugales est une problématique aujourd'hui qui touche des milliers, des centaines de femmes en France. Et la prise en charge maintenant des victimes des violences conjugales aujourd'hui, à travers les différentes enquêtes qui ont été menées par l'ANFEV, l'enquête nationale des violences envers les femmes, réalisée plus précisément dans les années 2000, auprès de 7000 femmes, a constitué un tournant décisif sur cette question. Et c'est le cas également de l'enquête l'INED, qui a été réalisée en 2015 auprès de 27 000 personnes, a confirmé également ces constats sur l'élargissement de l'analyse sur les rapports liés aux gens sur cette question. De même, les données sur les récentes enquêtes du service statistique ministériel de la Sécurité intérieure confirment également la persistance de ce phénomène. Et en 2023, plus de 27 000 femmes étaient enregistrées par les services de la police et de la gendarmerie, dont 85% de ces femmes étaient victimes de violences conjugales. Et aujourd'hui, ces chiffres restent probablement nombreuses par rapport à ces femmes qui déposent les dépôts de plainte. Sauf que ces chiffres restent probablement sous-estimés puisque de nombreuses femmes, de l'autre côté, n'arrivent pas ou bien ne déposent jamais de plainte. Et ces différentes enquêtes convergent vers un même constat sur cette question des violences conjugales qui relève d'un phénomène socio-culturel qui est profondément ancré dans des rapports de pouvoir et les rapports d'inégalité de genre. Elle mobilise également d'importants acteurs autour de cette question, à savoir les psychologues, les juristes, les travailleurs sociaux et également les magistrats qui travaillent également sur cette question. Et cependant, malgré la mobilisation croissante de ces différents acteurs sur cette question, les entretiens exploratoires que nous avons menés auprès de ces professionnels montrent également les difficultés de coordination au sein de ces institutions ou bien ces associations qui interviennent sur cette question. Et c'est précisément le constat qui nous a conduit à la construction maintenant de ce problème. Plutôt qu'étudier directement les violences conjugales en elles-mêmes, moi je me suis plus focalisé plutôt sur l'analyse du travail des professionnels qui sont chargés d'accompagner ces victimes tout au long de leur carrière d'accompagnement. Et la question centrale ici qui sous-tend notre travail, c'est comment les professionnels accompagnent-ils concrètement les victimes de violences conjugales et dans quelle mesure leurs pratiques professionnelles sont-elles contraintes par le fonctionnement institutionnel. Et pour répondre à cette question, nous avons mené au total 11 entretiens avec les professionnels de terrain, c'est-à-dire les psychologues, les juristes et les travailleurs sociaux. Nous avons également, à partir des documents institutionnels, c'est-à-dire le rapport de l'Observatoire des violences conjugales, qui a été publié en 2023 et en 2025, nous sommes partis d'une analyse à travers également les politiques publiques et les dispositifs qui ont été mis en place pour l'accompagnement des victimes de violences, à savoir l'ordonnance de protection des violences conjugales, le téléphone grave danger et d'autres dispositifs qui ont été mis en place pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales. Nous sommes également partis de la revue de la littérature sur la question de la domination masculine chez Pierre Bourdieu et également chez Michel Foucault,
Weber et Lipski. Et de même, les données de l'enquête statistique de l'ANFEV, Enquête nationale violence envers les femmes, l'enquête virage rapport et genre et les services de statistiques ministériels de la sécurité intérieure. Donc, toutes ces données-là nous ont permis maintenant de faire une analyse statistique et une analyse un peu plus approfondie pour répondre maintenant à ces différentes questions. Ce qui nous conduit d'ailleurs à une analyse qui nous permet de croiser la parole des professionnels avec une mise en perspective d'une manière générale, théorique et empirique, à la sortie maintenant de nos différents résultats. Notre premier résultat nous conduit maintenant à dire que la question des violences conjugales, qui ressort d'une définition un peu plus professionnelle au niveau des différents enquêtés, et qui regorge également le cycle de la violence conjugale qui se perpétue au sein de la relation, qui également constitue un processus que vivent les victimes au sein de la relation des violences conjugales. Et les différentes formes de violence qui s'exercent au sein de ces relations, nous pouvons le constater, la violence physique qui est plus visible chez les femmes victimes de violences conjugales à travers les hématomes que les professionnels ont su évoquer tout au long de leur entretien, et également les violences psychologiques, économiques, sociales et symboliques. Et par contre, les violences psychologiques de leur côté sont un peu difficiles à détecter au moment de l'entretien, ce qui est parfois difficile pour les juges aux affaires familiales de délivrer l'ordonnance de protection pour pouvoir poursuivre maintenant la procédure d'accompagnement pour la victime, lui délivrer ce papier d'ordonnance de protection au cours de la procédure pour pouvoir accompagner la victime tout au long de son accompagnement. Et Marie-Laure, psychologue âgée de 38 ans, disait que cette question s'inscrit dans ce qu'on appelle cycle de violence. Et ce cycle, ça se manifeste en commençant par une tension au sein de la relation. Et cette tension se perpétue tout au cours de la relation, comme si c'est un cycle, ça recommence. Et après, la relation au sein de la victime, plutôt, n'arrive pas à s'en sortir de cette relation. Et ce cycle, ça se perpétue. Et ce qui crée maintenant cette ambivalence de cette question. Et elle nous fait savoir qu'il y a d'abord un pouvoir une prise de pouvoir par l'un des partenaires, puis une dynamique qui se répète, qui s'installe dans le temps, tant que la personne victime n'est pas sortie de la relation. Et ce n'est pas juste, c'est un acte ponctuel, c'est un processus. Puis ce qui est important à mes yeux, c'est que ça dépasse le cadre des conflits classiques que nous observons. Et à ce niveau, avant d'analyser ces pratiques professionnelles, il m'a paru indispensable de bien cerner ce que recouvre d'ailleurs cette question, ce terme de violence conjugale qui désigne d'ailleurs un spectre très large à travers les différents comportements que nous venons d'élaborer et qui désigne en réalité, voilà, ce qui est vraiment ancré dans le système. Et si nous prenons par exemple l'enquête l'INED que je viens de citer plus haut, il souligne que ces violences ne se limitent pas aux actes d'agression physique. Elles permettent plutôt aussi à des formes psychologiques, économiques, sociales et symboliques, et même administratives qui s'inscrivent dans des rapports de domination durable au sein des relations intimes. Et cela montre notamment que les femmes demeurent les principales victimes des violences conjugales les plus graves et répétées. Et ce qui caractérise cette question, ce n'est pas un acte isolé, parce que si nous le prenons la violence dans le spectre de la famille ou bien des relations intimes, c'est un acte qui est isolé et c'est un processus qui se perpétue au sein maintenant de cette relation. Et le cycle qui intervient maintenant se perpétue tout au long de la relation. Maintenant, cette définition de la question des violences conjugales que nous rappelle Pierre Bourdieu, que nous rappelle plutôt Marie-Laure, rejoint la théorie de Pierre Bourdieu sur la question de la domination masculine et ce que Michel Foucault également décrit comme des mécanismes de pouvoir diffus intériorisés au sein de ces relations et qui est difficilement visible de l'extérieur. Donc c'est vraiment compliqué pour la victime. Et la violence, à ce niveau, ne s'exerce pas uniquement par la force. Elle passe également par la culpabilisation, voilà, par la culpabilisation, l'isolement social, le contrôle financier, l'emprise psychologique, la minimisation des faits. Et c'est dans ce sens que Fabienne, psychologue, clinicien âgé de 39 ans, nous fait savoir que dans le cadre des violences conjugales, les relations ne sont jamais égalitaires. Il y a toujours un rapport de pouvoir. Il y a quelqu'un qui domine et il y a quelqu'un qui est dominé. Et ce déséquilibre explique pourquoi la victime a peur, pourquoi elle peut rester dans la relation et pourquoi elle se sent parfois complètement paralysée ou incapable de réagir. Et ce phénomène est amplifié par ce que j'ai appelé la minimisation des faits. Et Marie-Laure l'observe là,
explicitement observé quand on nous parle de la minimisation des faits. Et c'est précisément pour cela que l'accompagnement professionnel exige sur une poursuite particulière, ce qui nous amène d'ailleurs à la deuxième partie de notre résultat sur l'écoute active comme condition centrale de l'accompagnement de la victime. À ce niveau, si la violence est un processus d'emprise, alors la sortie de cette emprise est elle aussi un processus. Elle ne peut pas se faire dans l'urgence. Est-ce que tous les professionnels que j'ai rencontrés ont souligné avec force l'écoute n'est pas un accessoire de travail, c'est la condition. Et Fabienne, psychologue clinicienne, nous fait savoir que sans écoute active, sans prendre le temps de comprendre ce que traverse la victime et de respecter son rythme, je ne pourrais pas exercer correctement mon métier. La reconstruction psychique ne peut pas se faire dans l'urgence ou sans pression. À ce niveau, nous avons pu identifier 4 dimensions qui nous permettent de dire que cet accompagnement par l'écoute est inspiré de l'approche centrée de Carl Roger, qui nous fait savoir que reconnaître la parole de la victime leur permet de valider l'expérience sans jugement ni minimisation pour la victime. Et ça permet également de changer, de sécuriser l'échange tout au long de l'accompagnement. Et cet échange permet de créer un espace de confiance propice à la reconstruction de la victime. Et ça permet également de respecter le rythme, c'est-à-dire ne jamais brusquer la victime, l'écouter attentivement, l'accompagner jusqu'à la fin de la procédure. Et enfin, ça permet également de restaurer le sujet, c'est-à-dire permettre à la victime de devenir actrice de sa propre vie. Ce dernier point, c'est-à-dire restaurer le sujet, est particulier, ce qui nous conduit d'ailleurs à dire que l'objectif, ce n'est pas plus qu'elle redevenir sujet de leur propre vie, mais c'est plutôt de sentir de se réduire à une position d'objet. Et l'objectif à ce niveau, quant à Valérie, nous disait que l'objectif, ce n'est plus que de redevenir sujet de leur propre vie et non plus de se sentir réduite à une position d'objet. Cette approche que nous fait sortir Valérie repose sur ce que j'ai fait ressortir à travers les 3 piliers de la reconstruction psychologique progressive du rythme de la victime, à travers la restauration de la confiance dans un espace sécurisé où la parole de la victime, ici, a de la valeur, et en plus de la réappropriation du récit de la victime. Et ici, la victime reprend le contrôle de son histoire et ce qui lui permet maintenant d'arriver jusqu'au bout. Et ce qui nous permet à dire ici que l'écoute est conçue comme une ambition professionnelle, mais une ambition qui est confrontée à des obstacles. Ce qui nous conduit d'ailleurs à notre 3e résultat sur les contraintes institutionnelles qui limitent d'ailleurs les actions des professionnels qui interviennent sur cette question. Et dans mes entretiens, j'ai été frappé par la convergence des témoignages où les professionnels ne manquent pas de compétences ni de dévouement. Ce qui leur fait défaut, c'est le cadre institutionnel pour exercer concrètement leur métier. Et Marie-Laure la formule très explicitement quand il nous dit « on a toutes les compétences possibles, toutes les bonnes volontés, mais sans les moyens suffisants, on se retrouve vraiment bloqué par des obstacles qui ne dépendent pas de notre volonté. Elle est dans les moyens disponibles. Et ça pèse beaucoup sur notre travail et sur la qualité de l'accompagnement qu'on peut offrir aux patients. » Donc, à ce niveau, nous avions pu identifier 4 contraintes principales au niveau de ces entretiens, en commençant par le manque du temps. Et au niveau du Centre d'information des droits des femmes et de la famille, on note que 5 entretiens seulement ont été octroyés au niveau des patients qui interviennent. Donc, du coup, c'est impossible d'aller à profondeur de l'accompagnement pour pouvoir aller jusqu'au bout. Le deuxième concerne les ressources insuffisantes. À ce niveau, on constate que le budget est limité, le personnel est réduit, suite au budget aussi qui a été limité tout récemment, à une demande qui est en forte croissance au sein de la région. Et comme le note Marie-Laure, on voit aujourd'hui les besoins augmenter, les situations se complexifier et parfois on ne peut pas répondre aussi rapidement ou aussi complètement qu'on le souhaiterait. Et le troisième point, c'est l'accès aux soins qui est toutefois bloqué. On constate que le secteur public est saturé aujourd'hui et le secteur privé est payant. Et ce frein économique constitue d'ailleurs une rupture majeure dans la continuité des soins, notamment pour les victimes les plus précaires.
Et le dernier, c'est la procédure qui est toutefois rigide au niveau des institutions et le cadre administratif à ce niveau reste inflexible, peu adapté à la complexité des situations individuelles. Et c'est là qu'intervient le concept de Michael Lipsky avec sa notion de street level bureaucratie. Et à ce niveau, Lipsky décrit les agents de terrain comme pris dans un étau entre deux exigences contradictoires. D'un côté, les injonctions institutionnelles et de l'autre côté, les besoins réels des usagers. Donc cette tension est permanente avec des ressources qui sont limitées face à des besoins croissants, des processus rigides face à des situations complexes et des temps impartis face au rythme des victimes. Et Mariette, juriste de formation, m'a donné un exemple saisissant qui illustre à quel point aujourd'hui la qualité de la prise en charge dépend parfois du hasard. Et elle disait, je me souviens d'une victime qui avait fait intervenir les gendarmes à plusieurs reprises. À chaque interpellation, c'était la même brigade. Lors d'une septième intervention, une autre brigade a appréhendé la situation différemment. En quelques jours, un accompagnement social, un relogement, une prise en charge globale a été mise en place. Et cela montre, ou bien cela ici, une réalité très préoccupante au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire la qualité de la prise en charge ne devait pas dépendre d'un agent qui se trouve à l'instant T de la situation. Elle devait plutôt être garantie structurellement. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans les différentes situations que ces dernières rencontrent, notamment ce qui cause la fragmentation de certains parcours au niveau de l'accompagnement des victimes. Et ce qui nous conduit d'ailleurs à notre quatrième point, sur des parcours de prise en charge qui sont fragmentés. Et à ce niveau, sur le terrain, on note la multiplicité des acteurs qui interviennent sur le terrain, à savoir la police, la gendarmerie, les associations, les psychologues, les juristes, les avocats, les services sociaux et la justice. Et à ce niveau, la prise en charge des violences conjugales ne repose pas sur un seul acteur, comme on pouvait le voir. Il y a une multiplicité d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question, et cette action est réelle, mais qui crée plutôt une fragmentation au niveau de l'accompagnement. Comme Marie-Laure nous le disait, elle disait, dans la Vienne, il y a plusieurs réseaux pour les violences conjugales. Et ces réseaux regroupent les juristes, les avocats, les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux. On se rencontre régulièrement parce que la coordination est vraiment indispensable. Et aucune structure en un seul ne peut pas répondre à tous les besoins pour accompagner les victimes. Et la coordination à ce niveau existe plutôt, mais elle reste insuffisante pour pouvoir accompagner les victimes. Pourquoi? Parce que les victimes, elles se sentent parfois confrontées à des situations de terrain, c'est-à-dire au cours, par exemple, de la procédure, la victime est obligée de rencontrer plusieurs acteurs et au cours maintenant de cette rencontre, elle est obligée de répéter son récit à chaque acteur, de répéter, par exemple, si elle est au niveau du psychologue, elle est obligée de raconter son histoire. Quand elle est au niveau d'un juriste, par exemple, elle est obligée de raconter son histoire. Donc la répétition de ce sujet maintenant crée maintenant une fatigue émotionnelle ou la surcharge psychique que cela représente pour la victime. Ne l'encourage plus maintenant à continuer maintenant son accompagnement, ce qui crée un effet de découragement pour certaines victimes où il abandonne carrément la procédure et ce qui conduit maintenant à des ruptures de suivi lorsque les relais entre, par exemple, ces différents acteurs sont difficiles ou bien ne se font pas correctement. Et on mesure ici toute la tension entre la nécessité de l'écoute et une écoute profonde qui est toutefois respectueuse à un rythme de chacune au niveau de ces différents acteurs qui interviennent. Et alors, entre maintenant les différentes organisations institutionnelles, nous nous trouvons maintenant contraints à cette situation d'écoute où la victime est ballottée entre plusieurs guichets, que ce soit la justice, les différentes associations qui interviennent, la police ou la gendarmerie. Ces différents maintenant constats s'inscrivent dans un contexte plus large, c'est-à-dire celui des limites des politiques publiques face à ce phénomène. Voilà. Maintenant, au niveau des limites des politiques publiques, nous notons maintenant l'impact du mouvement MeToo sur cette question. MeToo qui a fait un travail vraiment assez alarmant par rapport à la visibilité de cette question de la sphère privée à la sphère publique, la médiatisation de cette question également à travers les mouvements féministes qui interviennent sur ces questions. Et aujourd'hui, on constate une visibilité sociale des violences conjugales, la solidarité entre les victimes sur cette question et la reconnaissance de la parole au sein de la sphère médiatique. Et les limites à ce niveau, on constate les tabous en milieu rural
et la peur pour les enfants et les inégalités économiques. La peur pour les enfants, c'est-à-dire, au sein d'une relation où se trouvent les enfants, c'est difficile maintenant pour la femme qui n'est pas économiquement stable, c'est difficile pour elle de sortir de cette relation. Donc, du coup, elle est limitée à ce niveau-là. Et certaines violences, comme le dit Julien, certaines violences restent encore tabouées. Les voisins ou même la famille ferment les yeux. Il y a des cas où la victime a peur pour ses enfants. Si elle décide de partir, elle n'a pas toujours les moyens de les prendre en charge. Pour conclure maintenant notre travail sur cette question, nous constatons que l'écoute est un pilier très solide dans l'accompagnement où les acteurs institutionnels qui interviennent sur cette question respectent le rythme des victimes et reconnaissent la parole de la victime fondamentale pour l'accompagnement de tout et chacun. Et des contraintes que nous avons pu noter, ce sont des contraintes qui ne sont pas d'ordre individuel, mais qui reflètent plutôt au niveau des difficultés qui sont observées, au niveau du fonctionnement global, c'est-à-dire du système, par le manque de moyens, le manque de moyens financiers, par rapport à la réduction du budget. Et le défi collectif politique qui intervient à ce niveau permet de garantir une protection réelle des moyens à la hauteur des besoins et une coordination qui serait peut-être renforcée et des politiques publiques plus adaptées pour l'accompagnement de ces victimes de violences conjugales. Merci. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Qu'est-ce qui amène un homme à travailler sur les violences faites aux femmes ? Pourquoi j'ai choisi de travailler sur cette question des violences conjugales? Une très bonne question. Une question qui revient toujours quand je suis sur le terrain avec les professionnels. Pourquoi vous, en tant qu'homme, surtout racisé, vous travaillez sur cette question des violences conjugales? Voilà. Je dirais que c'est une continuité quand même du Master 1. Voilà, mais pourquoi travailler sur cette question? Je dirais que ce n'est pas curiosité scientifique. Parce que quand j'étais arrivé en 2023, je faisais un tour au CHU de Poitiers. Et j'ai vu l'inscription gravée quelque part Maison Phrygia. Et ça m'a poussé la curiosité d'aller chercher c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font réellement. Et je me suis rendu que c'est une association qui a été créée en janvier 2023 et qui s'intéresse sur cette question des violences conjugales. Et quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte qu'il y a l'Observatoire des violences conjugales qui s'intéresse également sur cette question dans la Vienne. Et par rapport aux statistiques, c'était très alarmant. Et ce qui m'a poussé d'ailleurs à s'intéresser à cette question-là. Voilà. Comment as-tu pris contact avec ces psychologues, juristes et travailleurs sociaux? Au niveau des associations, je dirais qu'il y a plein d'associations qui interviennent sur cette question. Le CDFF, la DSEA, Audacia, France Victimes. Voilà. Donc, je les ai contactés. Donc, j'ai contacté les responsables de ces associations. Je leur ai expliqué ma démarche méthodologique. Et puis, il y a un rendez-vous qui a été accordé. Donc, j'ai présenté maintenant ma démarche d'enquête, mon objet de recherche. Et puis, par la suite, les responsables ont programmé les entretiens compte tenu des différents intervenants, des différents professionnels qui interviennent, parce qu'ils font des permanences au sein de la structure. Donc, j'étais programmé pour pouvoir m'entretenir avec ces différents professionnels. Je dirais que ça n'a pas été facile parce que, par rapport au planning de tout et chacun, c'est vraiment difficile. Il y a des rendez-vous qui s'annulent chaque fois. Donc, c'était vraiment difficile. J'ai même des entretiens qui sont encore en cours, mais sauf que je ne suis pas sûr que je peux les réaliser. Au final, est-ce que cet accompagnement est efficace? Puisqu'on voit bien que certaines femmes, au bout d'un moment, délaissent l'accompagnement pour diverses raisons. J'aimerais savoir si, selon toi, c'est efficace ou pas. Je dirais oui, parce que dès le début, cette question n'était pas rentrée dans la sphère publique en tant que telle, mais grâce maintenant à la mobilisation du mouvement féministe, cette question a été médiatisée aujourd'hui. Tout le monde en parle, les associations en parlent. Donc aujourd'hui, à travers maintenant les politiques publiques aussi, l'ordonnance de protection qui a été mise en place, le téléphone grave danger aussi qui a été mis en place, le Grenelle des violences conjugales également qui a été déployé en 2019. Donc, tous ces dispositifs-là vraiment ont permis de relayer maintenant cette question. Et vraiment, je dirais que l'accompagnement, ça va, mais de l'efficacité, je ne dirais pas, je ne peux pas me prononcer, mais parce que nous avions observé sur le terrain, je dirais que ce n'était pas ça, parce qu'aujourd'hui, le budget est réduit. Donc, ce qui a fait qu'au niveau de certaines associations aussi, on a réduit le personnel. Donc, ce qui fait qu'au niveau, par exemple, du CIDFF, ils sont obligés maintenant de s'arrêter à 5 entretiens. Alors, pour accompagner une victime qui a été traumatisée pour des mois, des années, c'est difficile pour pouvoir aboutir vraiment à un accompagnement efficace. Donc, sur cette question,
je peux m'arrêter à ce niveau-là. Nous souhaitons remercier Kosi Dominique Ishiakedo d'avoir accepté que nous enregistrions son intervention. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.